Bonjour à tous, bienvenue sur Chouï Thérapie 108. Aujourd'hui, nous avons pour invité Patrick Gianni, qui a chaleureusement et donc agréablement accepté cette invitation. Merci Patrick d'avoir accepté cette invitation. Tu as été l'une des premières personnes qui a accepté l'invitation. Ça a été très rapide. Je m'étais pas rendu compte parce que quand j'ai invité d'autres personnes, on me disait oui, mais avec un peu de réticence. J'avais pas compris au début les difficultés parce que c'est vrai qu'avec toi ça s'est fait très vite. Et en fait, quand je me suis mis à la place des personnes, je me dis ah ok, peut-être que ça peut être pas évident de parler de soi et de dévoiler certaines intimités, peut-être. Je sais pas. En tout cas, pour toi, ça a été très facile. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, tu sais, vraiment, parler de soi, bon, on peut être taxé d'égocentrique, hein, de flatter son image ou quoi que ce soit. Bon, j'ai toujours aimé parler de ce que je fais, surtout, hein, parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, comme on dit. Et voilà, donc pour moi, lorsque je parle, j'aime bien avoir un rapport vraiment sincère, authentique avec les gens à qui je m'adresse. Et surtout lorsque ça parle de ma passion, donc mes passions, moi, j'en ai beaucoup. J'ai la musique, tout d'abord, dans ma vie qui a été très intéressante et très présente. Et puis ensuite l'astrologie qui a été ma grande passion aussi. Et un peu plus tard, lorsque j'ai travaillé sur moi, lorsque j'ai voulu progresser, m'élever spirituellement, eh bien voilà, ça a été la spiritualité. Donc j'ai trois grandes passions dans ma vie et bien entendu l'écriture, puisque je suis écrivain, j'ai écrit pas mal de livres. Oui, j'ai vu que la musique a fait partie en premier lieu de ta vie, de ce que j'ai vu. Tu étais batteur, de ce que j'ai pu comprendre. C'est ça, oui, j'ai été batteur des années 70, hein, maintenant ça remonte un peu loin, hein. Et voilà, bon, bah, c'était aussi une grande passion, bien entendu, parce que c'était une époque bénie, on peut le dire, hein. C'était beaucoup plus facile de vivre que maintenant. Ouais. Euh, les jeunes à l'époque n'avaient pas trop de problèmes d'argent, pas trop de problèmes avec les privations de liberté ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'en garde un très bon souvenir sans être nostalgique forcément. Et tu faisais. Alors, on va parler bien sûr d'astrologie, parce que toi, tu es. Si certaines personnes ne te connaissent pas, je ne sais pas s'il y en aurait, mais bon, on va parler d'astrologie, bien sûr, hein, et on va faire une petite chronologie sur ta vie. Donc, de ce que j'ai vu, tu as commencé à 14 ans la batterie et tu as fait partie de plusieurs groupes, finalement, de musique. Euh, Est-ce que tu peux nous partager cette période, comment tu l'as vécue, comment elle a influencé ta vie sur ton parcours en fait? Bon, il faut dire que je viens d'une famille d'artistes, de musiciens, hein. Mon père était accordéoniste, mon grand-père chanteur dans les églises. Mes tantes faisaient du théâtre. Donc voilà, j'ai grandi vraiment entouré de cette ambiance d'artistes un peu un peu bohème, on dirait, hein, voilà, hein, je suis d'origine italienne, donc on voit bien que c'est l'Italie là qui prédomine. Et d'ailleurs, j'écoute très très souvent du bel canto italien parce que j'adore ça, vraiment, j'adore la langue italienne. Voilà, donc j'ai été élevé comme cela. Et comme mon père était musicien, forcément, mon oncle était batteur aussi. Et à 13 ans, il m'a offert ma première batterie. Donc j'étais content. Et très vite, avec mon frère qui est guitariste et chanteur et harmoniciste, on a vite formé un groupe qui s'appelait les Galix. Pourquoi? Parce que les Gaulois à l'époque, on voulait un petit peu se mêler de la pop anglaise à l'époque. Et bon, on voulait pas s'appeler les Gaulois parce que ça faisait pas vraiment anglais, donc les Galix. Voilà, on a démarré comme ça et c'était vraiment très chouette, une super époque. On a écumé un petit peu tous les clubs de la Côte d'Azur. J'étais à Nice, hein. Et ensuite, eh bien, vers 20 ans, on est monté à Paris, comme on disait à l'époque. On montait à Paris et là, j'ai joué avec un groupe de rhythm and blues qui s'appelait Dave and Gigi.
C'était deux chanteurs américains qui avaient débarqué en France cette époque du rhythm and blues où il était vraiment très très prisé des jeunes. Et Otis Redding, Sam and Dave, voilà, c'était cette époque-là. On a vraiment joué dans tous les clubs. À l'époque, on n'enregistrait pas, hein, c'est dommage parce que vraiment, il y avait des super concerts, il y avait beaucoup d'ambiance. Tous les clubs, on a écumé dans toute l'Europe, principalement à Madrid, à Porto, à Lisbonne, un peu partout en Europe, quoi, voilà. Donc, j'étais à 20 ans, propulsé comme ça, dans une vie d'artiste, insouciante, mais merveilleuse, bien entendu. Et ça a duré un certain temps. Après, c'était l'époque des hippies, hein. Donc, voilà, on a vécu en communauté. Là aussi, on a joué pas mal autour de feux de camp, hein, très chaleureusement. C'était sympa, quoi, comme époque. Et puis, en 1975, je suis remonté à Paris de nouveau. Et là, j'ai fait la rencontre avec Jacques Higelin, à l'époque, qui commençait à être connu. Et il y avait Bertignac, Louis Bertignac, donc à la guitare. Voilà. Et tout de suite, ça a accroché entre Louis et moi. Et on a joué donc pendant 2 ans avec Jacques Higelin, on l'accompagnait. Et là aussi, c'est une époque assez extraordinaire, quoi, les années 75-76. Et ensuite, voilà, l'époque s'est un petit peu dégradée, je dirais, parce que forcément, dans tout mouvement, il y a un mouvement qui est négatif, contraire, hein. Et à cette époque, eh bien, voilà, il y avait les dealers de drogue qui nous couraient après. Il y avait des histoires entre les gens, histoires d'argent, des histoires de jalousie, etc. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre un peu de tout ça. Je suis retourné dans le sud. Et comme par hasard, voilà, quand on lâche quelque chose, eh bien, il y a quelque chose qui arrive à la place. Et là, c'était l'astrologie. J'ai redécouvert l'astrologie. Je dis toujours redécouvert parce que vraiment, j'ai eu le sentiment, dès que j'ai commencé à étudier l'astrologie, que je l'avais déjà apprise durant des vies antérieures. Donc tout est revenu à la surface. Pendant un mois, je me suis enfermé avec tous mes livres et tout ça. Et j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit, oui, c'est ça, ma voie, c'est l'astrologie. Je veux devenir astrologue. Et c'est ce que je suis devenu. Voilà, progressivement, d'année en année. Ça a pris un peu de temps, bien entendu, puisque les études astrologiques sont assez longues. Mais au bout de 7 ans, je me suis dit, bon, Patrick, là, tu as 7 ans de bouteille, tu peux te lancer. Donc, j'ai commencé à participer à des festivals des arts divinatoires. Et puis commencer à accepter quelques consultations. Alors, au début, ça me prenait beaucoup de temps. J'étudiais le thème pendant 2 heures, et puis quand la personne arrivait, je passais 2 heures avec elle, sans doute que je la saoulais parce que j'y racontais beaucoup de choses. J'allais pas à l'essentiel, mais c'était comme ça, c'était un début, quoi. Et ça, c'était dans les années donc 85, 86. Et progressivement, vraiment, j'ai senti que ça prenait et ça me passionnait tellement que j'ai commencé à donner des cours. Je suis descendu dans le sud, un petit peu plus dans le sud, parce que j'en avais marre de Paris. C'était quand même, ça commence à devenir lourd. Et je me suis installé près de Grenoble. Et là, j'ai fondé l'association Jupiter, qui m'a permis de commencer à donner des cours en tant que prof, quoi. Et avec Daniel Vega, qui était informaticien, et Laurence Larzul, qui était astrologue comme moi, on a fondé la première formule de l'association à trois, comme cela, et ça a démarré. Voilà un petit peu mon parcours en résumé, hein. En résumé, ben, bien sûr, j'imagine bien. Et donc, l'association Jupiter, j'ai vu, donc ça commençait par des cours en ligne, il n'y avait pas de présentiel. Si, si, oui, oui, à l'époque, je donnais 2 séries de cours à Grenoble, D'accord. l'une chez moi, et il y avait un petit groupe qui était très sympathique, et l'autre dans la banlieue de Grenoble, dans une école.
Vous allez dire, c'est marrant, hein, mais oui, c'est vrai, c'est une salle de classe. Et j'en garde un très bon souvenir. Il y a certains élèves de l'époque qui m'ont recontacté pour me dire qu'est-ce que c'était bien ces cours là dans cette classe, voilà, avec le tableau et tout, je me régalais, quoi, c'était vraiment bien, hein. Donc il y avait ces cours-là, et puis il y avait les stages surtout. J'ai j'ai animé pas mal de stages à cette époque, et après, plus tard aussi, j'en ai animé sur les hauteurs de Grenoble, à Cornas, chez Eliette Veil, qui était vraiment super sympa, qui nous préparait des repas à chaque fois pour faire ces stages. Là, ça durait toute la journée, c'était vraiment super. Et j'en ai fait des livrets qui ont été retranscrits par justement ces élèves, de cassettes à l'ordinateur, et puis hop, je les ai mis en page. Et ces livrets, les livrets bleus, ont eu beaucoup de succès pendant des dizaines d'années aussi. Et là, récemment, je les ai regroupés dans des livres, D'accord. euh, pour pas, parce que les livrets, c'était très onéreux à fabriquer, aussi onéreux que des livres. Donc finalement, j'en ai fait des livres. Et donc aux éditions Jupiter, on peut les retrouver, regrouper ces retranscriptions de stages qui sont vraiment super, quoi, vraiment très vivantes, très voilà, live, c'est du live, quoi. Et compilé, donc tu as compilé, livré en un livre finalement, ou en plusieurs livres. Voilà, chaque livre contient 5 livrets de l'époque qui étaient des retranscriptions de stages. Donc, vraiment, c'est assez complet, hein. C'est très riche comme contenu. Puis, il y a l'ambiance dans le livre, il y a l'ambiance du stage avec les questions, les réponses des élèves. Donc, c'est un enseignement qui est complet, quoi, qui est assez précieux. Ouais, j'imagine que ça doit être bien, bien riche parce que moi, j'ai découvert, je crois que je t'ai découvert à travers l'application AstroQuick. Oui, mhm. Et bah, ça m'a surpris hein, parce que j'ai vu tellement d'informations sur, bah, sur une application gratuite. C'est impressionnant. Et c'est comme ça que j'ai voulu en savoir plus sur toi. Mais ça m'a vraiment impressionné qu'il y ait autant d'informations en fait. D'accord. Euh, Et oui, oui, et qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce que on a- tu as lu? bah, il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des détails. J'étais un peu surpris que pour une application, on puisse trouver autant de détails sur, bah, sur un thème astral. C'était surprenant. C'est vraiment, c'est la première fois que je découvre une appli comme ça qui est aussi complète pour quelque chose pour une application gratuite déjà. Et ben après, je voulais en savoir plus, quoi. Et c'est comme ça que je t'ai découvert, que je t'ai suivi après sur les réseaux sociaux. Et D'accord, c'était une d'accord. agréable surprise, hein, honnêtement. Mais il est Merci. vrai que là, maintenant, bon, je suis à la retraite, donc je ne donne plus de consultations en présentiel. Mais les gens qui ont lu les textes, justement, d'interprétation d'AstroQuick, de cette application, ont été vraiment surpris de la justesse des analyses. Même il y en a qui me disaient qu'ils étaient bluffés, ils étaient scotchés. Je leur Vous me parlez de ma mère, du rapport à ma mère, du rapport à mon père, mes frères, mes sœurs, mais c'est incroyable, comment on peut savoir? J'ai dit, mais c'est pas moi qui sais, hein, c'est l'astrologie qui permet, grâce à la loi d'analogie, de réciprocité, de correspondance, qui nous permet justement de mettre en rapport les énergies des planètes avec les divers membres de notre famille, quoi. C'est vrai que la Lune, bah, c'est un petit peu logique, hein. Elle régit les marées, elle régit les accouchements, elle régit les périodes des femmes, hein, les cycles des femmes. Donc, c'est naturel que la Lune soit en rapport avec la mère, avec la femme, avec la famille, hein, plus généralement aussi, mais aussi avec la sensibilité, avec les émotions. Donc voilà, c'est cette richesse-là qu'il y a dans l'astrologie qui nous permet vraiment de tirer des conclusions et même de faire des suppositions qui, après, finalement, s'adaptent à ce que l'on ressent. Et là, on arrive à dire des choses qui sont vraiment réalistes et qui sont pas du tout imaginaires, hein. C'est vraiment très réaliste, quoi.
Ouais, non, c'est ça, c'est très réaliste et ça va quand même dans des sujets quand même précis. C'est pas quelque chose de. Il y a des moments, il y a des sujets qui ne sont pas vagues. Ça va vraiment dans une certaine précision et c'est ça qui me surprenait en fait, hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, avant de commencer donc dans l'astrologie, tu as t'as étudié ton thème astral du coup par tes études, ton propre thème, des choses comme ça? Oui, ben voilà, quand on est sur la voie sur la voie que notre âme a choisie, quoi, finalement, hein, il y a toujours des signes avant-coureurs, hein. Donc, à l'époque où j'étais musicien, la première fois que je suis monté à Paris, j'avais 20 ans, et il y avait Astroflash qui venait de sortir. Astroflash, c'était un des premiers logiciels, même pas un logiciel, c'était un ordinateur, hein, avec une imprimante matricielle, là, qui faisait beaucoup de bruit. Et donc, on allait à Astroflash, c'était la mode de se faire tirer son thème à Astroflash. Et qu'est-ce qu'ils analysaient? Juste la position du Soleil, hein, c'est tout, de Mercure et de Vénus. Mais ça avait un succès fou. Et moi, j'avais fait tirer mon propre thème, donc à l'époque, et j'avais trouvé ça bluffant. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça marche bien. Je m'étais intéressé déjà à l'astrologie, hein. J'avais fait un voyage initiatique au Maroc et j'avais découvert l'astrologie, la tarologie, tout ça. C'était vraiment extraordinaire à cette époque des hippies, quoi. Et vraiment, j'étais déjà branché, quoi. Voilà, j'étais déjà branché. Donc, la première fois que j'ai eu un, un semblant de thème, parce qu'Astroflash, c'était vraiment très, très, très succinct, ça m'a plu. Ça m'a plu, je me suis dit, tiens, j'aimerais en savoir plus. Et c'est quelques années plus tard, il y a un ami qui avait commencé à faire des études d'astrologie, m'a parlé de mon thème. Et je me suis dit, ah, là aussi, c'est pas mal du tout. Mais lorsque j'ai vraiment monté personnellement mon propre thème, grâce à une amie de ma sœur qui avait tous les bouquins d'astrologie, elle m'a dit, oh, moi, c'est trop compliqué pour moi, je te les donne. Elle m'a offert tous les livres. Et là, j'ai commencé à monter mon thème. J'avais même pas de support à l'époque, de compare, par exemple, pour faire un cercle. Alors, j'avais pris sur une feuille de papier, j'avais pris une tasse pour faire un cercle et une assiette pour faire le cercle extérieur, comme ça. Et j'avais divisé en 12 et j'avais mis les planètes avec le petit manuel d'André Barbeau, qui à l'époque était très pratique, tout le monde l'a connu, où les planètes étaient vraiment, il y avait des éphémérides planétaires, mais vraiment très globales, quoi, hein. Bon, alors ça m'a donné une idée quand même de mon thème. Et là, j'ai été surpris parce que moi, je pensais que toute ma vie, j'allais être musicien. Et non, pas du tout. C'était pas du tout ma voie. Ma voie, c'était l'astrologie. Alors là, vraiment, je me suis dit, bon, Patrick, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à réaliser par toi-même. Tu as trouvé ta voie. Voilà. Ah, tu l'avais déjà vu clairement sur le thème. Voilà. Ben, comme quoi les choses ne viennent pas par hasard, hein. Les livres, Non, les il n'y livres a qui pas sont de lus hasard. Il n'y a pas de comme hasard. ça. Et donc, les cours, par exemple, quand tu donnes à l'époque, parce que maintenant je comprends bien, tu donnes plus de cours. Les cours, c'était combien de temps en fait les élèves devaient investir dans le cours? Il y avait une. Oh, c'était 2 heures par semaine. 2, 3 heures, peut-être 3 heures, oui, quelque chose comme ça. 3 heures par semaine. C'était très convivial. On buvait un thé en même temps. Voilà, c'était vraiment très tranquille, hein. C'était les cours. Et puis à l'époque, bon, les gens venaient aux cours même le soir, hein. Ils n'avaient pas peur de sortir, quoi. Hmm. Maintenant, c'est plus délicat, hein. Mais oui, c'est intéressant tout de même il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire mais c'est dommage que vous ne donniez plus des cours. Ben bon, déjà, j'en donnais pas mal, j'ai animé pas mal de stages, donc j'ai droit à un peu de repos maintenant que je suis à la retraite. Mais c'est vrai que même les jeunes me le disent, ils ne trouvent pas beaucoup de cours en présentiel. C'est un peu dommage. J'aimerais bien que ça revienne.
Peut-être que ça reviendra justement l'année prochaine avec la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Les gens vont plus se réunir de nouveau, se mettre, constituer des équipes, des groupes. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une synergie de groupe qui est sympa. Voilà, quand il y a en Ouais, présentiel, c'est quand même pas mal, quoi. Mais j'aime les c'est deux, j'aime bien les deux, puis j'aime bien aussi Internet parce que bon, c'est plus large, hein, on touche beaucoup plus de gens. ouais, tout à fait. Il y a les bons et les mauvais côtés. Voilà, dans C'est tout, la balance. comme dans tout. Alors, donc toi, tu as créé donc cette association qui donnait des cours donc en association avec d'autres personnes. Et puis après, tu as créé les éditions Jupiter. Voilà, parce que bon, après avoir écrit pas mal de livres, mais c'était enfin, quelques livres, oui, parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile de trouver des éditeurs. Donc, les premiers ont été faciles. C'était De Vecchi, qui n'existe plus d'ailleurs, cet éditeur. Les premiers livres, c'était De Vecchi. Après, les éditions du Rocher. Puis, les éditions du Rocher, eux aussi, ont disparu. Et, donc, il fallait que je trouve des éditeurs. Et vraiment, c'était lettre morte à chaque fois, quoi. Refus sur refus. Je me suis dit, bon, bah, autant être publié par un auto-édition, comme on dit, hein. Donc, il y a des systèmes comme ça qui marchent très bien, hein, où vous envoyez votre manuscrit et puis ils impriment le livre et après, vous, vous pouvez comme ça les envoyer à ceux qui vous le demandent. Mais ça devenait un petit peu compliqué, surtout long, très très long. Et là, je me suis dit, bon, Patrick, ça fait une dizaine de livres que tu écris, tu peux être éditeur toi-même. Et puis voilà, donc j'ai trouvé assez facilement euh, Cyberscribe qui distribue à Amazon, par exemple, euh, un bon imprimeur. Et puis voilà, je me suis lancé en tant qu'éditeur. Et c'est vrai que je suis très content parce que j'ai la possibilité de mettre en page mes livres, de choisir moi-même la couverture. Voilà, j'ai pas besoin de quelqu'un pour cela. Et ensuite, rapidement, il est mis en vente et c'est ça qui m'importe beaucoup. J'ai pas mal de planètes en bélier. Je suis taureau, mais je suis ascendant bélier avec pas mal de planètes en bélier. Donc, j'aime bien que ça aille vite, quoi. Et quelquefois, il fallait attendre tellement de temps avant que sorte un livre. Je me disais, mais maintenant que le livre est sorti, c'est plus d'actualité. Alors que c'est pas vrai, c'est pas tout à fait faux. Mais voilà, j'aime bien que ça soit actualisé assez rapidement. Et là, je suis très content parce que, par exemple, là, j'ai écrit un dernier livre qui n'est pas encore sur le marché, qui sera en janvier. Eh bien, j'ai mis 2 mois à l'écrire et il va sortir en janvier. Donc, en 3 mois, un livre est passé de ma tête à la réalisation, quoi. Donc, c'est formidable. Celui-là, il allait vite, hein. Alors, si on parle de tes livres, par exemple, il y a le Cap sur 2025, où tu Oui. partages beaucoup sur les réseaux, plusieurs passages. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, par exemple? Mhm. Et donc, il y a Cap sur 2025 qui a beaucoup de succès. C'est vraiment un best-seller maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Parce que à chaque fois que je fais une analyse de nouvelle lune ou de pleine lune sur les réseaux sociaux, je cite des extraits de ce livre et les gens voient bien que effectivement il y a une correspondance, hein. Bon, c'est pas à 100% prédictif, tout à fait euh, juste, hein, parce que bon, la prévision est un art très difficile, mais il y a toujours des correspondances. Et donc, les gens achètent le livre parce qu'ils disent, tiens, qu'est-ce qui va se passer après, en 2024, 2025, etc. Parce que dans ce livre de Cap sur 2025, j'ai mis l'accent sur 2025 parce que c'est vraiment un point clé de l'évolution de l'humanité. Mais bien entendu, j'ai analysé aussi les 10 planètes, les 10 années qui suivent pour voir un petit peu où on va. Bon, tout en disant que ça va tellement vite, l'évolution est tellement rapide qu'on ne peut pas vraiment faire des prévisions très précises. Mais
ça permet de se donner une idée globale de comment va évoluer l'humanité. Et ça, c'est intéressant pour les gens. Voilà, ils sont Mhm. assez contents de ce livre. Donne des orientations, en fait, hein, sur les années à venir. Donc, tu donnes des orientations de 10 ans, donc 2025 jusqu'à 2035, c'est ça? À À peu peu près. près, oui. Oui, à Ouais. peu près. Oui, oui. Mhm. J'avais entendu plusieurs personnes différentes, hein, sur différents réseaux qui parlaient qu'il y avait cette période charnière de 2020-2030. Oui, mhm. C'est Je vrai. rejoins aussi cette idée. Tout à fait. Oui, on se rejoint tout à fait, hein. Par exemple, Dan Rudyard, qui est un astrologue qui est très connu, mais qui est décédé depuis longtemps, avait dit que c'était, pour lui, le début de l'ère du Verseau, c'était 2030, hein. Donc j'avais retenu ça dans ma tête. Euh, j'ai lu dernièrement donc un livre qui s'appelle Le grand tournant de l'humanité de comment il s'appelle? Je me souviens plus de l'auteur. Je le cite dans mon livre. Et lui, c'est un physicien, hein, qui est extraordinaire, qui a écrit ce livre. Je vous le recommande. Il est vraiment bien. Et il dit que c'est vers 2026 que allait vraiment se préciser ce grand tournant de l'humanité. Donc 2025, 2026, 2030 pour moi, c'est vraiment aussi une date charnière et plus exactement 2032 parce que ça correspond à des messages que j'ai canalisés à une époque où on m'avait dit que il allait y avoir vraiment un basculement en 2032 qui allait être extraordinaire au point de vue de l'évolution des êtres humains, mais en même temps une sorte de séparation entre le monde l'ancien monde qui s'effondre, on le voit bien, et puis le nouveau monde qui va être constitué de gens qui sont restés dans le cœur, bien centrés, et qui pensent vraiment de façon altruiste à l'avenir de l'humanité. Donc, on peut dire que ces années-là, entre 2022, et on l'a bien vu, hein, on a vu qu'est-ce que ça a donné 2022, et 2032, il y a vraiment cette période charnière, là, qui est très importante, et je cite aussi dans mon livre les indices cycliques d'André Barbeau, qui lui aussi est décédé il y a quelques années, et qui avait donc déterminé, grâce à des graphiques qu'on appelle des indices cycliques, qu'il y avait une harmonie entre les planètes, et que cette harmonie entre les planètes, lorsqu'elle se détériorait, ça donnait des pics qui descendaient vers le bas, hein, du graphique, alors que lorsqu'elles étaient en harmonie, ça montait vers le haut. Et donc, ces indices cycliques d'André Barbeau sont très intéressants parce que lorsqu'on compare justement avec cette période, eh bien, on s'aperçoit que le plus bas pic a été en 2019, début de la crise du Covid, hein. Mhm. Et là, maintenant, ça va monter jusqu'en donc 2026, c'est la pointe la plus haute. Donc voilà, on est entre les deux. On est en train de remonter la pente progressivement. 2024 sera une année qui, à mon avis, sera beaucoup plus satisfaisante que les précédentes, puisqu'il y a cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus en taureau qui va rééquilibrer les choses. Et puis après 2025, fin 2025, il y a la formation dans le ciel d'un sceau de Salomon ou étoile de David, qui est très harmonieuse aussi. Donc là, ça peut donner un coup de fouet important pour le réveil des consciences. Et donc, voilà, il y a bon espoir que ça change, quoi. Maintenant, bon, ça va lentement. Il y a des hauts et des bas, comme à toutes les époques. Et faut le reconnaître, quoi. Voilà. Il n'y a pas de miracle, hein. Ouais. Je le dis toujours, le miracle, c'est nous. Donc, 2025, tu as parlé de ce sceau de Salomon sur la carte. J'ai Oui. cru récemment qu'il y avait déjà eu ce passage, non? J'avais vu ça sur Oui, le... récemment, il y a eu un sceau de Salomon qui s'est formé à ma grande surprise, parce que je l'avais jamais repéré celui-là, et il s'est formé bizarrement juste après les attentats du Hamas en Israël. Entre les deux périodes, là, entre les deux guerres,
bizarrement, il y a eu un saut de Salomon comme ça qui s'est formé. Et pour moi, je l'ai vraiment pris comme un avertissement, justement, pour Israël. Parce que quand un saut de Salomon, bon, et l'étoile de David, c'est quand même Mm. il figure sur leur drapeau, hein, se forme dans le ciel, c'est qu'il y a une demande, justement, il y a un avertissement du ciel qui dit attention à ne pas perdre l'harmonie. Hein, c'est très important. Le sceau de Salomon ou étoile de David, ce sont deux triangles qui, qui se croisent, qui s'interpénètrent, hein, l'un représentant justement le triangle vers le haut, la Trinité, hein, et l'autre vers le bas, qui signifie effectivement le rapport à la matière. Donc, quand les deux triangles se forment, ça signifie qu'il peut y avoir une harmonie entre le ciel et la terre. Voilà, maintenant, est-ce que l'appel sera entendu pour ces peuples qui fratricides, qui se chamaillent et qui se détruisent? Il faut l'espérer. Ok. Hmm. Ouais, ça m'a beaucoup interpellé, hein, ce son. C'est pour ça que je réfléchissais à cette question, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé d'avoir vu ça. Je savais pas qu'on, bon, je connais pas beaucoup aussi dans l'astrologie, mais ça m'a beaucoup surpris et interpellé en tout cas. En ce qui concerne, là par exemple déjà de 2023, tu parles d'une transition de 2025, 2024. Euh, Cette année, elle est quand même un peu, enfin, moi, après, c'est mon vécu à moi, c'est quand même un peu lourd. Enfin, c'est lourd quand même. C'est-à-dire, Euh, Il y a enfin, je vois qu'il y a beaucoup d'épreuves, en fait, qui demandent bah, c'est comme une machine à laver, quoi. On la nettoie, il y a la boue qui sort, donc il y a cette période où on est pur, donc c'est difficile, mais en même temps, bon, on peut imaginer, si on prend du recul, bon, ben oui, si ça sort, c'est parce que aussi ça se nettoie, mais on va vers quelque chose de meilleur. Mais ce passage, il est quand même ben, comme une machine à laver, quoi. Il secoue. il est perturbant pour beaucoup de monde, beaucoup de gens, vraiment, vraiment. Ouais. Je n'échappe pas à la règle, hein. Quelquefois, moi aussi, je doute. Je me dis, tiens, est-ce que je suis un peu trop optimiste, ou au contraire, est-ce que je me fais trop de soucis, est-ce que est-ce que mon entourage va réagir positivement, est-ce qu'on va réussir à passer ce cap? Parce que c'est vraiment un cap difficile, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est très dur. On vit une époque très dure. Euh, Mine de rien, on est en guerre, hein, voilà. Pas nous-mêmes, non, heureusement. Heureusement. Donc déjà, on peut se réjouir. Moi, je crois que euh, ce qui nous sauve, en tout cas, les pays qui ne sont pas en guerre, c'est voilà, de penser individuellement, c'est pas égoïste de penser comme ça, mais de se dire, je me lève tous les matins, je suis quand même en bonne santé, j'ai deux pieds, deux mains qui fonctionnent, j'ai ma tête qui fonctionne, mes yeux fonctionnent, tout va bien. Euh, je suis donc, j'ouvre mon frigo, j'ai de quoi manger et j'ai de quoi respirer, je ne suis pas privé de liberté. Hein. Donc déjà, je me réjouis. Gratitude, tous les matins, je dis gratitude d'être en vie comme cela et d'être vraiment en bonne santé. Voilà, je crois que à notre époque, c'est une grande force d'être comme cela, du point de vue mental déjà, hein, de se dire, voyons les choses réalistiquement. Hein, voilà. Ensuite, je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire, mais quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je suis déjà heureux, moi? Parce que si je ne suis pas heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je change quelque chose. Hein. Voilà. Euh, et là, on se dit, mais si je suis dans mon cœur, je me sens vraiment bien, si je suis en bon rapport avec déjà moi-même, que je m'accepte tel que je suis, si je suis en bon rapport avec les êtres qui m'entourent, déjà c'est un bonheur.
hein. Donc, je n'ai plus à penser à la guerre. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon pour la guerre, pour le monde qui est pollué actuellement? À mon niveau, à part être prudent et à ne pas me mettre en danger et faire quelque chose pour préserver l'écologie modestement, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Donc, voilà. Ensuite, de se dire, bon, est-ce que je suis heureux dans mon cœur? Ça, c'est le plus important, je crois. Dernièrement, j'ai vu une interview de, comment il s'appelle, le chanteur Hugo Frey. Hein. Hugo Frey, qui a 93 ans, et il s'est marié l'année dernière à 92 ans. Il s'est remarié avec une femme qu'il aimait depuis 40 ans. Hein, mais bon, c'était pour officialiser la chose, parce qu'il est vraiment, il est assez âgé. Mais il est en pleine forme, cet homme. Et il a dit quelque chose de vraiment incroyable. À la fin de l'interview, la personne qui l'a interviewé lui a demandé mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Il a dit, mais le plus important, c'est d'être heureux. Il a dit, c'est même une mission que l'on a, c'est d'être heureux. Vous voyez? Et ça, vraiment, je le partage tout à fait. On a cette mission d'être heureux. Pourquoi? Parce que si on remplit tous notre mission, justement, d'être heureux, d'être épanoui dans notre vie, d'être équilibré, d'être vraiment sain de corps et d'esprit, comme on dit, eh bien, on participe à la réharmonisation du monde. Et donc, cette force que l'on a en soi, finalement, va contrebalancer tout ce qui est négatif dans le monde. Hein. Hmm. Ce n'est pas uniquement ma philosophie, c'est une philosophie chrétienne, mais c'est une philosophie bouddhiste aussi. Hein. Et beaucoup de traditions spirituelles mettent cela en avant. La joie du cœur. Voilà. Ouais, d'accord. C'est vrai que j'avais souvent entendu que le être heureux, c'est une question de choix finalement. C'est pas de l'extérieur qui va nous ramener à ce bonheur, c'est vraiment le choix de sortir en fait de notre tête et pour revenir à notre cœur hein, finalement. Tout à fait, c'est ça. C'est le plus important. C'est le plus important. Hein. Comme je le dis souvent dans mes posts, je dis, c'est l'amour qui sauvera le monde. Rien d'autre que l'amour. Exactement. Euh, il y avait ce. Alors quand tu parlais des guerres, c'est vrai que tu as dit quelque chose qui m'a, enfin, qui a résonné en moi quand tu dis oui, on doit être en gratitude, remercier bah, tous les bienfaits qu'on a. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte parce que oui, il y a ces pays qui sont en guerre, mais nous, comme on ne le vit pas, déjà on a de peine à imaginer, mais du coup, on réalise pas quelle chance on a aussi. Donc cette gratitude est vraiment prendre conscience de ce que l'on a, parce que c'est vrai qu'on le voit visuellement, mais on ne ressent rien. Donc on n'imagine pas en fait ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, mais on peut en ressentir en tout cas ce qui est déjà là et, et vraiment vivre cette gratitude de ce qu'on a, de ce que l'on possède. Oui. Tout d'abord la gratitude, et puis ensuite la compassion, bien sûr, parce que bon, euh, certaines personnes pourraient penser, ah bien, voilà, ils sont pleins de gratitude peut-être, mais ils sont peut-être euh, ignorants ou indifférents au monde qui souffre, etc. Non, justement, la gratitude n'empêche pas d'avoir de la compassion. Et quand on a de la compassion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, si on est médecin sans frontières ou bénévole pour aller vraiment se rendre sur place pour aider les gens, ça, du point de vue physique, alors bravo, parce que vraiment, c'est incroyable le courage qu'il faut avoir. Hein. Mais si on ne le fait pas, eh bien, on peut déjà euh, périodiquement envoyer de l'argent à des organismes, à des ONG, on peut aider les gens, on peut, et surtout, on peut, quelque chose qui ne coûte pas d'argent et qui demande simplement d'avoir de la compassion avec un cœur ouvert, c'est de prier pour ces personnes, justement,
Voilà, on peut prier pour elle, on peut visualiser la paix dans le monde, on peut méditer, voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est la façon que l'on a, nous, de, de compenser par rapport à cette, comment dire, cette frustration que l'on a de ne pas pouvoir aider vraiment concrètement les autres, parce que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus égoïste, il faut le reconnaître, hein. Les gens sont très égoïstes, sont très centrés sur leur moi-je, hein, voilà, il n'y a que ça qui compte. Alors voilà, donc pour contrebalancer, ben voilà, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire euh, chaque matin. Moi, je me réveille en me disant, bon, d'abord, la gratitude, comme on me dit, et puis après, qu'est-ce que je peux faire pour faire ma quote-part au monde, voilà, pour participer à ce que j'appelle la nouvelle Terre, hein. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. Voilà, donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et modestement, je me dis, bon, ben, je peux poster tel article, je peux parler de tel bouquin, je peux partager un article que j'ai lu, je peux voilà, je peux parler à mon voisin et être agréable avec lui aussi, lui demander comment il va. Je peux téléphoner à un ami que j'ai pas, à qui j'ai pas téléphoné depuis longtemps. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Et je crois que travailler pour la lumière, c'est ça. C'est se demander chaque jour, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je crois que Jésus a dit quelque chose de très sage. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Et je crois que c'est ça. C'est un peu ça. Hmm. Je ne sais pas si c'est une généralité, hein, mais moi, il y a une période, ou un moment où j'étais, parce que là, je suis plus en région parisienne, mais une période quand je vivais en région parisienne, je ne sais pas si c'est une généralité ou c'est vraiment centré parce que c'est une grande ville, quoi. Il y avait ce côté où la normalité était d'exprimer en fait ses émotions négatives plutôt que d'exprimer sa joie. Et, et quelque chose de tout simplement normal, enfin, qui paraît normal si je l'explique, pour moi était quelque chose de waouh, de miraculeux, on va dire, pour l'endroit où j'étais. J'étais, je faisais la queue dans une caisse et il y avait un caissier qui était d'une joie, mais bon, c'était un centre commercial. On pourrait dire, vu de l'extérieur, il n'y avait rien de joyeux, mais cet homme-là, il passait il passait ses articles avec beaucoup de joie. Il remerciait. Bonjour, comment je peux poser vos affaires, il n'y a pas de problème. Il était super joyeux. Et ça m'a fait quelque chose, tu vois, vraiment de, ah, ça fait plaisir de voir ça. Et là, quand on la raconte, on pourrait dire que c'est normal, mais sur le moment, j'ai senti une joie dans ce caissier. Je me dis, ben voilà, il est simplement caissier, on pourrait dire simplement, sans vouloir le rabaisser, parce que j'ai été caissier et ça m'a beaucoup inspiré. Et finalement, j'ai essayé de faire pareil et on le voit aussi sur les gens qui passent, qui, qui Oui, sourient après voilà, un moment d'attente. c'est ça, exactement. Et ça, c'est le sourire, l'humour, sont vraiment des choses qui peuvent complètement changer toute une atmosphère autour de nous, hein. On voit bien quand il y a des gens qui se réunissent là dans un lieu pour faire de la musique dans une gare, danser, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, les mobs, un truc comme ça. Enfin, ce sont Les des flash mobs, événements. Oui, c'est ça, hein, ou même les free hugs aussi, c'est pareil, hein, les gens qui tendent leurs bras pour qu'on vienne les embrasser. Mais c'est merveilleux. Et il faudrait que ça se multiplie, ça sans cesse, parce que c'est là où on voit la capacité du cœur à rayonner, hein, voilà. Bon, c'est de cette manière-là qu'on peut rayonner. Euh, dans un, dans un stage comme ça, je me souviens que j'avais utilisé un briquet comme ça. J'avais fait éteindre la lumière, mais tout d'abord, avant de faire éteindre la lumière, voilà, je m'étais mis le briquet, je l'avais caché, et puis on parlait de la lumière. Et il y avait des gens qui disaient ouais, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Nous, c'est pas grand-chose. On peut pas faire grand-chose. Le monde est trop noir, il est trop sombre. Et
Donc, j'avais allumé le briquet et j'avais dit, écoutez, à cet instant-là, avant qu'on éteigne la lumière, j'ai dit, en cet instant, je suis en train d'ajouter de la lumière dans cette pièce. Tout le monde s'était interloqué en se disant, tiens, il a un ego énorme, là, Gianni. Alors j'ai dit, vous voulez pas me croire? Ben écoutez, éteignez la lumière. Alors donc on a éteint la lumière, et là j'ai rallumé le briquet. Et j'ai dit, vous voyez, j'ai rajouté de la lumière, mais tout à l'heure ça ne se voyait pas. Maintenant ça se voit. Ah d'accord. Et là ils ont compris. Et effectivement, il est vrai que quand on rajoute de la lumière, quand on rayonne soi-même, peut-être qu'on n'a pas l'impression, mais ça marche. Ça marche parce que vraiment, comme tu disais, ça se communique. Ça se communique aux autres. Voilà. De façon inconsciente, peut-être, invisible, peut-être, mais bon, nos yeux ne voient pas tout ce qu'il y a à voir hein, non plus. Hein. On est limité au point de vue des sens. Elle est magnifique, l'image. C'est vrai, ouais. C'est vrai que dans la lumière, on voit pas la petite flamme, l'effet et le bienfait qu'elle donne. Et finalement, dans l'obscurité totale, effectivement, on voit Là, on la voit. Ouais, elle est super, cette image. Ouais, ouais. Et j'ai vu sur un passage, tu parlais d'astropsychologie. Oui. Mhm. Ben, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà quel est le... Enfin, j'ai une idée d'image, mais est-ce que tu pourrais plus détailler le sujet? Eh bien, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Hein. L'astropsychologie, en fait, c'est relier la résonance des planètes à notre psychologie de base, c'est-à-dire le rapport que l'on entretient, nous, avec notre psychisme, et puis tout ce qui nous entoure. Hein. Voilà, donc euh, en psychologie, quand on étudie un petit peu Freud ou Jung, par exemple, il y a ce qu'on appelle des instances psychiques. Dans les instances psychiques, c'est donc l'inconscient, le moi, le surmoi, le ça. Hein. Tout ça, ça correspond vraiment en astrologie à des réalités, à des planètes. Vraiment, je l'ai développé d'ailleurs hein, dans le livre, ça s'appelle euh, euh, Astrologie et vie affective. Hmm. Je n'ai pas là sous la main, mais bon, vous pouvez le trouver en allant sur le site des éditions Jupiter. Astrologie et vie affective, j'en parle. J'avais fait un stage justement à Cornas, près de Valence, là, et c'était très intéressant parce que les gens ne se doutaient pas à quel point il pouvait y avoir comme ça des correspondances entre les planètes et ces instances psychiques. Hein. Par exemple, il y en a une qui correspond à Saturne. Donc Saturne, vous savez, cette belle planète, c'est la, la plus belle planète de notre système solaire avec ses anneaux. Hein. Elle est magnifique, Saturne. Eh bien, elle correspond donc à notre surmoi, ce qu'on appelle le surmoi. Et qu'est-ce que c'est que le surmoi? Eh bien, c'est l'éducateur en nous. C'est l'instant psychique qui nous fait nous rappeler qu'on a une autodiscipline à avoir en soi. Hein. Donc, euh, par exemple, c'est la petite voix qui nous dit tiens, tu devrais faire ça pour améliorer ton existence, par exemple, ou tu aurais pu faire ça et tu aurais évité quelques déboires, vous voyez. C'est un peu le père, en fait, l'image du père, hein, qui est là derrière nous. Et c'est vrai que ça correspond, Saturne correspond aussi au père, justement. Pourquoi? Parce que le père, c'est l'éducateur, le premier éducateur de l'enfant. Il va lui dire, euh, il faut que tu fasses tes devoirs parce que sinon tu vas être en retard dans tes études. Hein, ou habille-toi correctement, on va sortir, voilà, dis merci à la dame, hein, sois poli, voilà, ce sont des choses essentielles, hein, c'est l'éducateur en nous, voilà. Et donc voilà, pour donner un exemple de astropsychologie, c'est la relation entre les planètes et le psychisme qui nous permettent justement d'avoir des bases solides dans la vie. Ah, super. J'adore.
Et comme tu parlais de Saturne, est-ce qu'on pourrait voir Saturne comme quand il donne ses influences? Est-ce que cette période, on pourrait dire que on serait plus ouvert, plus à l'écoute, justement, comme on dit à nos guides ou des choses comme ça, à ce surmoi? Est-ce qu'on serait dans un moment d'ouverture où on a plus d'écoute? Enfin, on a une possibilité en tout cas. Eh bien, Saturne est, depuis quelque temps, là, il est dans le signe des poissons, hein. Il est rentré dans le signe des poissons l'an dernier, au mois de mars, et il a parcouru quelques degrés dans les poissons, et il a rétrogradé, ce qu'on appelle, enfin, c'est une impression qui recule, mais en fait, bon, c'est pas c'est juste une impression. Mais il reste dans les poissons pendant 2 ans et demi. Donc, jusqu'en 2025, il va être, donc, il est rentré en 2023 et non, fin 2022, non, 2023, oui, c'est bien ça. Et il reste donc 2 ans et demi dans ce signe. Qu'est-ce qu'il fait dans les poissons? Comme le poisson, c'est un rapport avec le psychisme, justement, hein, et la spiritualité, il donne donc il essaye de donner des leçons à l'être que nous sommes de spiritualité. Mais euh, en même temps, il nous dit attention aux illusions, parce que le poisson a tendance à se faire des illusions, hein, à croire naïvement tout ce qu'on lui dit. Donc Saturne vient dire attention, vous étudiez peut-être une spiritualité qui vous convient peut-être, mais attention au dogmatisme, attention à ne pas dépasser certaines lois de l'existence, attention aussi à l'autoritarisme. Voilà. Donc c'est intéressant comme époque parce que d'un côté, on a, et on peut le voir d'ailleurs, hein, une sorte de censure qui se met en place comme ça, hein, dans la société, on le sent, les gens ont peur des sectes, ils ont peur de trop se laisser influencer par des gourous ou des gens qui leur prescrivent des choses qui ne sont pas d'accord avec la médecine, par exemple, hein. Donc, une sorte de chasse aux sorcières là qui se met en place. Et parallèlement, on voit qu'il y a une ouverture extraordinaire chez les gens qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité, aux sciences humaines. Voilà, donc il y a les deux côtés, hein. Avec Saturne, il y a les deux côtés. Hmm, ok. Tu as parlé, on fait une transition du coup. Tu as un nouveau livre que tu es en train que tu as fini. Ah oui, c'est vrai. Il y Oui. a un nouveau livre que, bah, tiens, je l'ai là, qui vient de sortir, là, c'est, voilà, Le symbolisme des planètes en astrologie. C'est un livre que j'ai coécrit avec Pierre Treuil, qui est un passionné d'astrologie et de tarologie, et il est l'un des principaux professeurs de l'association Jupiter, des cours d'astrologie de Jupiter. Et nous avons fait plusieurs vidéos ensemble. On a fait une dizaine de vidéos sur les signes du zodiaque et un astro-tarot, donc la relation entre l'astrologie et la tarologie, et on l'a fait aussi sur les planètes. Et donc, tout a été retranscrit dans ce livre-là. On a fait retranscrire tout cela par une amie malgache qui a eu beaucoup de patience parce que c'était pas évident de retranscrire tout ça. Je l'ai mis en page et voilà, ce livre aussi, il vient de sortir il y a 2 mois. Et il est vraiment super parce qu'on peut retrouver l'ambiance de ces vidéos sans avoir à repasser toutes les vidéos une à une, parce qu'il y en a 12, elles durent 1 heure à chaque fois, donc là, ça fait un résumé, en fait, hein. Voilà. Donc, Ces pour les gens vidéos, qui s'intéressent à la fois au symbolisme astrologique et au symbolisme tarologique, c'est très intéressant. Ce livre est très intéressant. Il est plein de pépites. on retrouve ces vidéos sur ta chaîne, peut-être. Alors, les vidéos, on les trouve sur YouTube, hein. On tape simplement Gianni et Treuil, hein. Treuil, D'accord, c'est Pierre Treuil, voilà. Gianni Treuil sur YouTube, et tout de suite, il y a toutes les vidéos qui apparaissent. d'accord, ok, bon, ça m'intéresse. Nick,
on peut faire quand même pas mal de relations avec différents, parce que là, tu fais astrologie tarot, différents, je sais pas comment dire, différentes ères ou différents, pas professions, mais j'en perds mes mots. Tu, tu as fait donc là la relation avec l'astrologie tarot. Est-ce que tu as fait d'autres relations avec d'autres orientations Ah oui, bah oui, bah oui, j'ai fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'astrologie dans tous ses états, dans lequel j'ai mis justement pas mal d'articles que j'ai écrits et d'autres que j'ai rédigés pour faire la relation entre les différentes disciplines qui peuvent être intéressantes entre l'astrologie et l'astronomie. Alors bien sûr, bon, ce sont deux sœurs jumelles au départ qui ont été séparées à une époque. On a mis la science d'un côté et l'astrologie de l'autre, alors que ça parle de la même chose, hein. Kepler était astronome et astrologue en même temps, hein. Voilà. Donc, astronomie et astrologie, astrologie et psychologie, ben, on en a parlé, hein. Euh, Astrologie et religion. Alors là, je me suis attiré les foudres de certains catholiques intégristes qui m'ont assassiné à une époque. Mais bon, voilà, j'ai dit ce que je pensais et je suis très content d'ailleurs parce que j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Le Retour du Christ et la libération des âmes et qui a beaucoup de succès aussi et dans lequel je mets vraiment en rapport les périodes que nous vivons et ce qu'on appelle le retour du Christ qui en fait n'est pas un retour de Jésus mais qui est un retour du Christ dans notre cœur. Voilà, donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai fait un rapport avec la médecine, oui, astrologie et médicale. J'ai écrit un livre aussi sur l'astrologie médicale qui est très intéressant, où on fait un rapport entre les planètes et les différentes parties du corps, hein, puisque on le sait, le corps en entier euh, est en rapport avec les signes du zodiaque. La tête, c'est le bélier, la gorge, c'est le taureau, les poumons pour les Gémeaux, le cancer pour l'estomac, le lion, c'est le cœur, oui, c'est ça, et la Vierge des intestins, et on descend comme ça jusqu'aux pieds des poissons, hein. Ça fait très longtemps qu'on connaît ces correspondances dans le corps avec les planètes, mais dans ce livre, j'ai vraiment fait toute une étude par rapport aux aspects aussi interplanétaires qui sont très parlants par rapport aux pathologies. Alors, en rapport avec les chakras, en rapport avec la médecine énergétique chinoise, avec les Ayurveda aussi, qui est très, très intéressant. Voilà. Donc, vraiment, l'astrologie, c'est une science humaine qui est extraordinaire parce qu'elle ouvre des portes et elle fait des connotations et des correspondances avec toutes les autres sciences. C'est intéressant, ça. Il y a l'astrologie et l'histoire aussi. J'ai aussi écrit un livre sur l'histoire de l'astrologie. Tu as fait donc ce passage, j'étais interpellé parce que tu as parlé de la relation de l'astrologie et la médecine chinoise. C'est peut-être tout compilé dans le même livre, l'astrologie médicale. Oui, c'est sur le livre Astrologie Ah, médicale. Il ok, s'appelle Astrologie médicale et thérapie énergétique, d'accord. justement pour élargir un petit peu plus. Oui, c'est très intéressant le rapport avec les méridiens, avec les différents types les doshas, hein. Ouais, Euh, ouais. Là, c'est plus Kapha, dans les Pitta, Védas, dans ouais. l'Ayurveda. Intéressant, hein? Ouais. Donc, moi, je pratique l'astrologie chinoise, mais c'est vrai que je m'intéresse aussi à Ah, tout ce qui est Ayurveda et astrologie chinoise. Mais c'est pour ça très que bien. j'avais essayé de voir la reliance du coup, de l'astrologie chinoise et l'astrologie zodiacale. Elle n'est pas toujours évidente, mais pour ça, Mais, quand tu m'as parlé de ça, ça m'intéressait de comprendre. eh bien, écoute, je peux te dire que je l'ai étudié aussi, ce rapport entre l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale, comme on l'appelle.
C'est très intéressant parce que c'est en fait les signes chinois, même s'ils sont décalés par rapport au zodiaque que l'on connaît en Occident, c'est le rapport de Jupiter, tout simplement, hein, puisque c'est un cycle de 12 ans. Chaque Mhm. année, il y a un signe, hein, le tigre, le dragon, etc., qui correspondent à des positions de Jupiter dans le zodiaque. Par exemple, le tigre, c'est le poisson, hein. Voilà. Donc, le, le cycle d'astrologie chinoise est surtout un cycle qui s'intéresse à ce cycle de Jupiter de 12 ans et surtout à la Lune, au mouvement de la Lune. Voilà. Ouais, Voilà. Mais à mon avis, c'est pas du tout une préférence, hein, c'est simplement c'est par observation. Je me suis dit, je me suis intéressé à l'astrologie chinoise pour voir ses rapports et voir si elle était aussi exacte. À mon avis, elle n'est pas aussi exacte que l'astrologie que je pratique. L'astrologie chinoise, elle est restée un petit peu sur ses acquis, justement sur ces cycles-là. Et elle a aussi on a un cycle avec qu'on appelle, on a un signe chinois avec un ascendant, hein, ouais. euh, et un, et Avec un, les éléments aussi, les 5 éléments. l'élément, voilà, hein, de bois, de feu, etc. Mm. Voilà. Donc, mais elle n'est pas aussi complète parce que justement, il n'y a pas l'étude entre les interaspects interplanétaires. Ça n'occupe pas trop. Donc, ce sont des patterns, en fait, voilà, dont on, pour quelqu'un qui est passionné d'astrologie chinoise, quoi, qui ne pratique que ça, au bout d'un moment, je pense que ça doit vraiment déclencher des correspondances qui sont encore plus fines et encore plus précises et qui permettent de faire, oui, ce qu'on appelle des prévisions, voilà. Ouais. Mais bon, je n'ai pas rencontré encore, peut-être que je rencontrerai, quelqu'un qui a vraiment été pointu dans cette astrologie chinoise. Je trouve que l'astrologie occidentale est beaucoup plus riche à ce niveau-là. Voilà. J'ai une personne que j'ai pas encore contactée que j'aime beaucoup qui pratique l'astrologie chinoise. J'ai oublié son nom, faut que je le retrouve. Je vais essayer de le contacter. Mais s'il y arrive, peut-être vous mettre en relation, ce serait super. Je pense qu'il y aura quelque chose qui pourrait être sympa. Ah oui, ça, Ouais. volontiers, avec plaisir, parce que Essayer moi, de le j'aime contacter. toujours les Et, échanges et ça pourrait être intéressant aussi pour lui de voir ouais, comment on peut faire des ponts entre nous, hein, ouais, exactement. pour enrichir le dialogue et enrichir les connaissances. Ouais, J'ai pas ouais. le nom en tête, mais il faudrait que je le retrouve parce que je l'ai noté quelque part. Et je pense que ça pourrait être super de faire ce pont entre vous deux. Par rapport à vu qu'on est encore dans ces différentes disciplines d'astrologie, est-ce que tu as vu aussi la parallèle avec l'astrologie védique? Oui, alors, védique, c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas les mêmes patterns, euh, mais c'est plus, je dirais qu'il y a plus de correspondance avec l'astrologie védique qu'avec l'astrologie chinoise. Voilà, j'ai Mhm. trouvé plus de correspondance. Ils sont assez précis aussi, hein, mais Ouais. ils se basent sur l'Ayanamsa, qui est donc un décalage de 23 degrés dans le zodiaque, pour être en accord avec ce qu'on appelle les constellations. Bon, nous, on s'en occupe pas en astrologie occidentale parce que pour nous, on considère que c'est le zodiaque tropical qui nous sert Ouais. de base, hein, voilà. Mais c'est une question euh, comment dire, d'un système qu'on a choisi, voilà, hein, à partir du moment où on a choisi un système, on ne peut pas dire que c'est la vérité, mais on se base sur celui-là, et puis ça donne de bons résultats. Hein, quand les gens me disent oui, mais l'astrologie occidentale, c'est pas le vrai zodiaque, etc., je leur dis attendez, euh, si vous dites à un Anglais qu'il se trompe dans ses mesures parce qu'il utilise un miles au lieu d'un kilomètre, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire bah non, ben, attendez, c'est vous qui vous trompez. Hein. Donc voilà, c'est une question
de systèmes qu'on a choisis et on se fie à ces systèmes pour faire des études et des prévisions. Donc voilà, l'astrologie védique, oui, elle est très valable d'ailleurs parce que j'ai rencontré des personnes, oui, qui étaient vraiment très très calées et qui allaient très loin à ce niveau-là. J'aime beaucoup ton image avec le Miles, ça prend son en fait, c'est une histoire de calibrage. En fait, tu te calibres avec ton outil, C'est en ça, fait, voilà, hein. voilà, tout à fait. Ouais, super. Ça fait plaisir de parler parce que j'avais compris ça, mais je savais pas comment et c'était pas assez clair. Mais là, c'est vrai que là, tu as mis les choses à plat et c'est vraiment très clair comme ça. C'est vraiment une histoire de calibrage et de se caler avec son outil. Voilà. Et c'est la même chose pour les croyances, les religions, c'est la même chose. Hein. Voilà, il y a certaines personnes qui croient à certaines déités, d'autres à d'autres divinités, mais qu'importe, l'important c'est que ça leur apporte satisfaction et qu'ils se sentent en accord avec eux-mêmes et les autres, bien entendu. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. J'aime beaucoup. Mais j'aime bien les mix des religions. Enfin, c'est exactement comme tu dis, en fait. C'est, te mets dans, tu t'intègres, en fait, à l'outil ou au chemin que tu vois. Et c'est pas une question de comparaison, mais c'est s'approprier et en faire son interprétation dans l'histoire de la voie qui a été choisie. Tout à fait. L'important, je crois, c'est d'être en accord avec soi-même. Voilà. Je dis toujours aux gens, euh, alignez-vous sur votre âme, parce que votre personnalité, bon, bah, c'est pas grand-chose. Hein. On a tous une personnalité qui a été formée par différentes éducations, différentes influences dans la jeunesse, dans l'âge adulte, etc. Mais qui nous sommes vraiment? Qui nous sommes vraiment, nous le savons vraiment lorsque nous nous intériorisons, hein, et que là on se dit ah oui, cette partie-là qui est vraiment intérieure à moi et qui me ressemble vraiment, ça c'est moi, ça c'est moi. Et c'est l'âme. Voilà. Si on s'aligne avec son âme, on est souvent en accord avec ce que l'on croit, avec ce que l'on dit. Hein. Alors que si on s'aligne sur des personnalités que l'on adore ou qu'on se projette ou qu'on nous impose, ça ne marche pas. Hein. Qu'à voir par exemple les partis politiques, hein. Quelqu'un qui se projette chez un dirigeant politique, il ne peut pas être lui-même, c'est pas possible. Hein. Voilà. On sent il y a chez toi comme cet alignement avec les études. Tu as fait des étoiles, des planètes, tu t'es aligné, syntonisé avec ce mouvement et il y a moins de dissonance, on va dire. Enfin, j'essaye, hein. J'essaye comme tout un chacun d'être vraiment dans l'harmonie le plus possible. Et surtout dans ce monde, c'est délicat parce que on a toutes des influences extérieures qui nous arrivent sans arrêt et qui peuvent nous perturber, nous déstabiliser. Mais bon, voilà, quand on est bien centré, qu'on a appris à rester bien centré, bien aligné avec son âme, avec tous ses chakras, ça va mieux, quoi. Bien. En tout cas, j'étais bien content de t'avoir invité parce que tu reflètes bien le sujet de Raconte-moi ton histoire, l'idée de, par ton histoire, par ta présence, d'être cette inspiration. Moi, ça me conforte dans cette idée que oui, c'est te voir dans ta passion, bah, parce que ça, on voit que tu es allé très loin dans ta passion, et tu rayonnes, et en fait, finalement, tu deviens comme une part de ces petits rayons qui est comme ces sobriquets que tu as expliqué, qui donne sa lumière, qui partage, et qui, en tout cas, moi, qui m'inspire beaucoup, parce que l'idée, c'est de partager ces histoires pour inspirer, et Ah, écoute, voilà. je te remercie. Si j'ai accepté ton invitation, je ne te connaissais pas, hein, mais j'ai vu ta tête, j'ai senti tes émanations, et je me suis dit, ça peut être bien. Ça peut être bien parce que je sens qu'il a lui aussi cette démarche à son niveau de vouloir partager, de vouloir
que les gens s'intéressent aux autres et d'être à l'écoute surtout. Et j'ai beaucoup apprécié ton écoute. Merci Patrick. Alors, bon, maintenant tu es à la retraite, juste pour terminer, quelles sont tes activités? Qu'est-ce que tu pourrais partager pour qu'on puisse te suivre ou quels sont les enseignements qu'on pourrait suivre avec toi au travers de tes livres, au travers de ton activité? Eh bien, écoutez, le mieux, c'est finalement d'aller sur les deux sites que j'ai créés, parce que là, il y a toutes les activités qui sont tout d'abord celui de Jupiter, oui, donc c'est jupitir.org. Hein. Alors, on mettra peut-être les liens en dessous de la Ouais, vidéo. je mettrai Hein, les liens. voilà. Et les éditions pour les livres. Hein, voilà. Donc, les cours d'astrologie sont très bien faits. Ça fait 30 ans maintenant qu'ils existent. Donc, vraiment, ils marchent très bien. Les gens sont très contents de ces cours. Euh, il y a un cours de débutants, un cours de, d'étudiants avancés, le cours d'astrologie karmique, qui est très intéressant, et le cours de formation à la pratique professionnelle que j'anime personnellement. Et puis, dernièrement, récemment, j'ai fait une série de 12 vidéos, donc le pack de 12 vidéos que je propose aux gens avec les PDF qui correspondent, et qui sont des vidéos où je donne vraiment toute la quintessence de mon savoir en astrologie, et voilà, les gens qui l'ont pris, ils sont déjà très très contents parce qu'ils disent oh là là, c'est riche, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc je suis content d'avoir fait ces vidéos parce que je me dis il faut des gens qui puissent analyser des thèmes et pour les autres et leur donner non seulement des clés pour mieux se connaître, mais aussi peut-être pour qu'ils deviennent leur propre astrologue parce que finalement, bon, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, on peut mettre les deux liens sous la vidéo et là, je crois que comme ça, tous les gens pourront avoir accès à tout cela. Et je te remercie de le faire. Merci Patrick. Mais oui, je mettrai les liens du coup dans la présentation de la vidéo. Merci Patrick. C'était Je vraiment t'en riche. prie. J'en suis vraiment ravi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt.